temps avec notre notion de temps humaine. Mais bon, à l'échelle d'une vie humaine ordinaire, ça prend du temps à arriver à comprendre que euh, à être aussi intime avec notre Bouddha, avec notre dimension de Bouddha, que nous le sommes dans la vie courante avec notre individualité, notre ego altéré, comme je dis. Et donc, donc dans ce laps de temps qui est notre vie humaine, nous nous sommes habitués à nous identifier à cette personnalité limitée dans le temps, dans effectivement, c'est aussi un gros travail d'assumer cette entité que nous sommes. Et donc, quand on va faire zazen, on va faire zazen avec l'entité que nous sommes. Alors bon, bah ça c'est le zazen un petit peu difficile. Faire zazen en tant qu'entité humaine limitée, c'est un petit peu difficile. Il y en a qui aiment ça, hein. Il y en a qui aiment bien souffrir. Mais on est obligé d'en passer par là jusqu'à ce qu'on lâche. Jusqu'à ce qu'on lâche. Et on se retrouve dans la peau du Bouddha Shakyamuni, du Bouddha Kashyapa. On se retrouve dans la peau du Bouddha universel. Comme si de rien n'était, avec un naturel. Et on se dit, bah c'est ça, Zazen. Et on se trouve tellement en affinité avec ce Bouddha, tellement intime, tellement naturel. On se dit, c'est ça, Zazen. On se dit presque, c'est seulement ça, Zazen. Ah, c'est seulement être un dieu, un Bouddha universel. Ah, c'est seulement être l'esprit du cosmos tout entier. Effectivement, c'est subtil. Enfin, vous vous rendez compte, entrer dans un dojo, s'asseoir en lotus sur un coussin, se redresser et devenir un dieu éternel, universel. C'est ça, Zazen. Et devenir ce qu'on a toujours été. Alors, la différence est si subtile entre la vie quotidienne. Moi, le matin, j'arrive. Bon, remarquez, je me lève, il fait encore nuit. Je vais faire un peu de quelques petites prières dans la nature. Je prends ma moto. Je vais dans la circulation, dans le trafic. J'arrive au dojo. Je rencontre
rencontre les amis, ou bien on reste silencieux, ou bien on dit deux, trois conneries. Boum, on s'assoit sur notre coussin. Bam, et on devient Bouddha. Alors qu'est-ce qui a changé entre le moment où on s'assoit en zazen Il y a des gens qui s'assoient en zazen mais qui n'arrivent pas à quitter leur individualité. Il y en a qui mettent des années, des 20, 30, 100 ans, 1000 ans pour arriver à... Kodo Sawaki, il était toujours effaré par justement cette différence. Il disait, ben, il y a un quart d'heure, j'étais en train de boire du saké. Maintenant, je suis un Bouddha. Et donc, ce zazen, le zazen des Bouddhas, des patriarches, c'est ça le zazen. Si c'est pas le zazen du Bouddha, il n'y en a rien à foutre. Si c'est le zazen de curés, si c'est le zazen pour se faire du mal, si c'est le zazen pour souffrir, ou pour chercher le satori, ou je ne sais quoi, ou pour améliorer sa personnalité, ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux le zazen des Bouddhas. Et les gens n'ont pas envie de croire au zazen des Bouddhas. Les gens, ils ont envie de faire du zen parce que c'est un peu, comment on dit, exotique. Ils ont envie de faire du zen. Ils n'ont pas envie de devenir un Bouddha. Ils n'ont pas envie d'être le Bouddha. C'est exactement comme les... D'ailleurs, rien n'est inventé au hasard. Hein. L'esprit, notre esprit n'est pas séparé de l'esprit universel. C'est exactement comme les histoires japonaises de super-héros, là. On les voit qui se transforment. Ah, transformation, ta ta ta, et ben c'est la même chose. On s'assoit dans la posture du lotus et bam, on se transforme immédiatement. Donc les Japonais, peut-être parce qu'ils ont beaucoup pratiqué pendant 700 ans le zazen, mais euh, ils, ont, ils ont exprimé ce concept à travers leur feuilleton pour les enfants, Goldorak ou tout ça. Et donc du moment que c'est passé comme concept dans l'esprit des enfants, ça veut dire que ça existe. Ça veut dire que chacun va l'expérimenter un jour. C'est énorme le rêve des enfants.
Alors donc, Maître Dogen s'évertue à inventer des phrases qui nous marquent et qui nous fassent, qui nous donnent la foi, parce que c'est aussi une question de foi. Hein. Et il dit, Zazen, c'est Zazen lui-même qui est Satori. Alors le gars, il se regarde, il dit, moi, quand voulez-vous que moi, c'est vrai, et comment voulez-vous que moi, cette espèce de sac d'os, comment voulez-vous que moi, avec ma santé, avec ma nervosité, avec mon karma, avec ma stupidité, avec mon impatience, avec ma mauvaise hygiène de vie, comment voulez-vous que je me transforme en Bouddha? Je n'y crois pas. Je suis pas un enfant. Je suis moi, ma personnalité, qui réussit à croiser les genoux, les jambes dans la plus grande difficulté, à me redresser alors que je suis vieux et fatigué, et à rester immobile en souffrant et à patienter en espérant qu'il va se passer quelque chose. Voilà ce que c'est mon zazen. Et je vois pas comment ça pourrait être autre chose. Et même, regardez, même Ananda, après 30 ans de pratique avec son maître, et encore après encore 20 ans avec Mahakashapa, même Ananda, le cousin du Bouddha, pensait que le Bouddha avait transmis autre chose en plus du Kessa. Donc vous devez comprendre Zazen Kessa. Il a transmis le Kessa. Qu'est-ce que vous voulez qu'il transmette de plus? Et Dogen l'explique vraiment, il dit, mais vous savez, il y a beaucoup de lignées bouddhistes. Il y a eu beaucoup de lignées bouddhistes, les Tibétains au Vietnam, au machin, les Rinzai, les Obaku et tout ça, avec des très grands maîtres. Dogen dit, il y a eu beaucoup de lignées avec des très grands maîtres qui sont très respectables. Mais parmi toutes ces lignées, lesquelles connaissent? Il y en a la plupart, ils ne connaissent même pas le Kessa. Et la seule lignée qui est continuée à transmettre la tradition du Kessa, qui est la transmission même de Bouddha à Bouddha, eh bien, la seule qui est continuée, la transmission, la véritable transmission du Kessa, c'est la lignée authentique. Et il dit même, en Chine, il y a 700 ans, il disait,
ils se sont fait des nouveaux styles de kessa, pas du tout traditionnels, etc. Et il se trouve que le dernier véritablement grand connaisseur, celui qui a rassemblé véritablement la tradition du kessa, c'était Maître Kodo Sawaki. Donc ça veut dire issu de la pure lignée de la transmission directe de Bouddha à Bouddha. Transmission, la vraie transmission du Bouddha à Bouddha, il n'y en a eu qu'une, jamais il y en a eu plus d'une. De Bouddha à Bouddha. C'est pas au pluriel, c'est de Bouddha à Bouddha. Et cette transmission-là, c'est la transmission du kessa. Les autres sont des lignées collatérales. Et moi, j'ai reçu le premier kessa de la Sangha, de Maître Deshimaru. Même Maître Deshimaru, il portait pas le kessa à cette époque, il portait le rakusu dans le dojo. J'ai reçu le premier kessa authentique de la Sangha de Maître Deshimaru. Et là, tout le monde s'est mis, Maître Deshimaru s'est mis à porter ses kessas et à nous expliquer. Anne-Marie, sa secrétaire, s'est mise à coudre et à étudier le kessa. Et mon kessa, je l'ai encore. Donc c'était le premier kessa de la Sangha. Et c'est vraiment le kessa de la transmission. Et donc sur la pochette, Sensei m'a écrit un poème où il dit « Vous ne devez pas douter, ce kessa est le kessa de la transmission directe de Bouddha à Bouddha. » Donc il y a plusieurs styles, alors, il y a plusieurs kessa mythiques. Donc le premier kessa, c'est-à-dire le kessa transmis, il y a le kessa transmis de Bouddha à Bouddha, qui est le kessa doré, et qui a été transmis à Mahakashapa comme premier patriarche, et ensuite à Ananda. Puis ensuite, il y a le kessa des patriarches, qui est le kessa qui a été amené en Chine, donc reçu en transmission par Bodhidharma, et amené en Chine par Bodhidharma. Ce kessa était vert, noir, tirant sur le bleu, entre le vert et le noir, avec une doublure bleu très foncé. C'est aussi un kessa mythique et qui est kessa de la transmission du vrai bouddhisme, du vrai Bouddha. Et ce kessa s'est encore transmis jusqu'au 6e patriarche. Cette fameuse histoire du kessa du 6e patriarche. Et ensuite, il a été conservé dans le temple. Je ne sais plus où il est en ce moment, maintenant. Il est encore conservé en Chine. Hein. Et les empereurs eux-mêmes en Chine avaient coutume de venir honorer le kessa du 6e patriarche. Donc le kessa de Bodhidharma. Également, je possède un kessa vert très foncé, donc traditionnel. C'est celui que j'ai reçu pendant le Shio par Maître Niwazenji. Et ce kessa, toute la Sangha a cousu dessus, y compris Maître Deshimaru. C'est le seul kessa que j'ai cousu moi-même. Après, j'ai cousu des rakusu. Donc c'est bien de coudre, il faut avoir l'expérience.
Donc c'est que ça pour nous, c'est le trésor, c'est la transmission. Je les transmettrai à mon successeur, à mes successeurs. C'est des trésors. Alors, mon premier Kessa, là, il est tellement fort, tellement puissant. 2 fois, j'ai fait avec mes disciples, j'ai fait des expositions. On en a fait une à Rennes, dans un endroit immense, une exposition zen. Et j'ai mis dans une vitrine mon Kessa, mon premier Kessa, qui est vieux, en disant c'est le Kessa de Fuyo Kai. Il a plus de 700 ans. Tout le monde le regardait, ils disaient ah là là, ils étaient impressionnés. Et après, je suis allé en Argentine, on a refait la même chose, le Kessa de Fuyo Kai. Ce Kessa, c'est vraiment le Kessa du Bouddha transmis, quoi. C'est des Kessas qui sont très 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 puissants. Plus encore que mon 25 bandes. Et donc c'est pareil, si vous voulez, le Kessa, c'est le plus grand talisman qui puisse exister. Le Kessa a un pouvoir incroyable. Vous pouvez tout, et c'est écrit dans les textes sacrés. Hein. C'est pas moi qui l'invente. Et je vous raconterai pourquoi. Enfin, je vous raconterai l'histoire. Mais vous pouvez tout obtenir avec un Kessa. Vous n'avez pas conscience de la chance. Vous comprenez, c'est la robe du Bouddha. Donc il faut comprendre la chance qu'on a, même de porter une seule fois un Kessa. De toucher un Kessa, d'avoir un tout petit bout d'un Kessa.
Donc, Sensei était. On avait offert un petit temple à Maître Deshimaru au Japon, temple de Sekyuji. Alors, c'était un tout petit temple, j'y ai habité, j'y ai fait samou, j'ai planté des arbres, j'ai fait zazen, j'ai sonné la cloche. C'était vraiment un petit temple adorable pour vivre à 4 ou 5. Et donc, c'était le cas, on était 4 ou 5, avec Maître Deshimaru, sa secrétaire de l'époque, Muriel, un ami à moi, Philou, Rafou. À un moment, il y avait Rafou avec moi, et puis moi. À un moment, il y a eu Malika aussi. Bref, on était quelques disciples, deux, trois disciples, et puis le maître et sa secrétaire. Et donc, quand on a donné ce petit temple à Maître Deshimaru, il y est allé, puis alors ils ont fouillé le grenier, etc. Et ils ont ouvert une boîte, et ils ont trouvé un kessa, un vieux kessa, à 25 bandes. Et donc, Sensei l'a ramené en France. Et puis, quand il est revenu en France, après son voyage, chaque année, il allait au Japon. Et donc, j'avais eu la chance de toucher ce kessa en premier, avant qu'il le montre aux disciples. Et donc, j'étais rentré au fond, euh, dans la boutique. On était beaucoup dans la boutique le samedi. On se réunissait beaucoup, les disciples. Au fond de la boutique, il y avait un petit restaurant qui servait des soba, et Sensei nous enseignait à ses disciples, souvent avec une bouteille de whisky. Donc le samedi après-midi, il nous donnait ses enseignements. Et là, tout d'un coup, j'arrive un petit peu avant les autres, quelques secondes, quelques 30 secondes avant les autres. Je rentre, et Sensei me tend le kessa et me dit: "Oh, look, my beautiful kessa." Et à cette époque-là, on on n'avait pas encore de kessa. Enfin, je me souviens plus, mais en tous les cas, il me donne le kessa dans les mains. Ah, je la regarde et à, il se met à hurler. Au moment où je prends le kessa dans les mains, Sensei se met à hurler. Alors moi, j'ai été pris de peur. Je croyais qu'il me criait dessus pour m'engueuler, quoi. En fait, non, non, pas du tout. Quand j'ai touché le kessa, il a crié: "Big Merit! Big Merit!" Et tout ça. Et en fait, il me disait que j'avais un grand mérite d'avoir pu toucher ce kessa. Et moi,
Qu'est-ce que j'ai fait? Il va me tuer, qu'est-ce qu'il a? Et donc je me souviens aussi de cet épisode. Big mérite parce que moi je ne réalisais pas ce que j'étais en train de vivre. J'avais pas la dimension, je comprenais pas le qu'est ça. Il m'a dit, mais tu te rends pas compte? T'es le premier qui a touché ce qu'est ça dans ma sangha, mais c'est un, tu sais pas le mérite que tu as. C'est un mérite qui peut pas s'effacer. Même si tu te trompes, même si tu fais des erreurs, le fait que tu aies touché ce qu'est ça, euh, là que j'ai eu la chance, la magie de trouver au Japon, on m'a donné un vieux temple complètement pourri, tout délabré avec des rats. Mais ils ne savaient pas que dedans il y avait un magnifique caisson ancien à 25 ans.
touché. Oui, je l'ai pas écouté. Voilà, c'est bon. Normalement, là-dessus. Ouais, c'est bon. Et là, au-dessus, pareil. Je crois qu'il n'y a rien enregistré. Enfin, c'est enregistré. Enfin, ça se sauvegarde tout. Après, on fait comme ça, c'est ça? Je sais pas, Ah, rien pas. elle est où, François? Bon, je te laisse. Mais là, normalement, Normalement, là, c'est là, ici. là, je